Les pérégrinations d'Annabelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Annabelle. Alors déjà, avant qu'on démarre, comment tu te sens? Eh ben, je me sens curieuse de ce temps d'échange avec toi et honorée aussi d'avoir un espace de discussion pour parler de ce que je fais. Hmm. Bah, je te remercie en tout cas d'avoir répondu. Je suis très très heureuse vraiment de t'accueillir aujourd'hui parce que tu as une pratique qui, moi, me fascine. Alors, je vais nommer un petit peu tous les titres que tu portes puisque tu es artiste, thérapeute et formatrice. Aujourd'hui, on va surtout peut-être s'attarder sur l'approche artistique et thérapeutique parce que justement, tu mêles les deux. Et moi, c'est Mm. ça qui me fascine, c'est comment est-ce que tu as fait en fait pour mêler les deux. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence déjà peut-être par le côté artistique ou ouais, ou comment Ben, tu en tout veux? cas, oui, je peux peut-être raconter en quelques éléments comment je suis arrivée aussi à ça, à Bien mêler les sûr. deux. Parce que du coup, dans mon chemin personnel, je pense que la créativité, le côté artistique a une place importante. Surtout, je dirais, ces 10 dernières années, depuis que j'ai découvert le théâtre d'improvisation, qui était déjà pour moi, je pense, un lieu de défi au début, en tout cas. Hmm. J'avais cette crainte un peu de qu'est-ce que ça pouvait être l'impro et tout ce qu'on peut mettre comme idée derrière aussi. Ça fait souvent peur aux gens quand on parle d'impro. Ça me terrifiait moi aussi le premier cours où je suis allée. Et en fait, j'ai découvert un espace incroyable. Vraiment, c'est devenu une passion. Et en fait, il y a que deux choses dans la vie où j'ai réussi à me passionner longtemps. Souvent, je suis curieuse, mais voilà, j'ai des temps, je me passionne pour quelque chose, puis ça s'arrête assez vite. Et les deux choses sur lesquelles je me suis jamais lassée, c'est l'impro et c'est l'accompagnement psychologique des personnes, ou psychologique, ou en tout cas l'accompagnement en général, et plus sur l'aspect voilà, intérieur des personnes. C'est deux sujets qui m'ont jamais lassée, et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je fasse quelque chose de cette information. Et comme l'impro, pour moi, ça a été un lieu personnel d'épanouissement énorme, mais aussi collectif. Enfin, j'ai découvert plein de portes que ça ouvre, de choses que ça permet pour soi et pour le groupe. Mhm. Enfin, j'ai eu un peu envie à un moment de me dire, j'ai pas envie que ça soit juste une pratique artistique pour moi, pour un plaisir perso, mais que ça puisse être un outil d'exploration, d'accompagnement. Et puis en parallèle de ça, ces 2 dernières années, je me suis formée à une approche qui s'appelle les pratiques narratives, qui est plutôt basée sur la narration, la manière dont on se raconte, dont on se raconte les choses. Et ça venait rejoindre des pratiques que j'ai moi d'écriture plutôt et en tout cas de travail sur le langage. Mhm. Et du coup, voilà, ma pratique personnelle d'impro, enfin ma pratique narrative, ces deux choses, je me suis dit en fait, ça rejoint cette passion que j'ai de comment le monde de la créativité, de l'imaginaire peut rejoindre nos vies Ouais, personnelles, ouais. personnelles. Et voilà, et du coup après, je suis allée agréger plein d'autres choses, mais c'est comme ça que je suis un peu arrivée à me dire, mon approche à moi, elle un peu par ma nature, parce que je suis, parce que j'aime, elle se base beaucoup sur ça. D'accord. Oui, on sent, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, tu as croisé des passions, des choses qui te passionnaient personnellement et tu as essayé de voir comment imbriquer les deux pour pouvoir accompagner les personnes. Et alors, la pratique narrative, ça se fait à travers l'écriture surtout ou parce que tu parles de théâtre Non, pas d'impro et du coup, on forcément. passe par Ouais. l'oral? Ouais. Ouais. La pratique narrative, c'est vrai que par le mot narratif, on peut s'imaginer qu'on fait que du travail d'écriture. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est de manière un peu élargie. C'est une approche on appelle ça. Enfin, il y a des formateurs, formatrices de pratique narrative qui disent qu'on fait une thérapie du texte. Mais dans le mot texte, ce qu'on entend, c'est la manière dont nous, à l'intérieur de nous, on va se raconter en fait, se raconter la vie, notre vie. euh, et en fait, on fait que ça, on est un peu constitué d'histoire. Mm. On ne passe, enfin, que ce soit par notre langage oral, notre langage écrit ou notre langage intérieur, on passe notre temps à utiliser les mots comme une manière de se raconter. Et il se trouve que dans la pratique narrative, on croit que ces mots qu'on utilise ont un pouvoir sur notre propre vie. Un pouvoir qui peut avoir du bon, parce que ça peut nous aider, changer notre manière de voir le quotidien, etc. Mais ça peut être aussi un pouvoir qui peut nous alourdir, nous écraser, nous mettre des barrières. Et donc l'idée, c'est de travailler non pas sur les problématiques personnelles des personnes, enfin je veux dire, c'est pas une approche par exemple diagnosticante ou qui va essayer de trouver les causes, c'est plus Mhm. on va vraiment travailler sur la manière de raconter et en croyant que si on change notre texte intérieur ou extérieur, bah on va se changer aussi.
on va changer notre manière de vivre les choses. Et il se trouve que c'est une approche qui est aussi très créative dans le sens où, selon la personne qu'on a en face, selon aussi notre propre sensibilité, ça peut passer par plein de supports. Ça peut être vraiment juste dans le... Déjà, c'est juste à la base une méthode de questionnement, une manière d'accompagner. Et D'accord. après, on peut évidemment aller se baser sur de l'écriture, sur des approches créatives. Il y a des gens qui font de la pratique narrative avec de la cuisine, il y en a d'autres qui Ah le font ouais, avec de la danse, avec du théâtre, avec de l'écriture. Mais ça peut être juste aussi dans le dialogue que d'accord. ça se traduit en fait. Ok. Et l'idée, mais ça, je sais qu'il y a aussi des thérapies qui existent comme ça, et je trouve ça super intéressant, c'est de changer finalement son histoire, de réécrire son histoire. Et là, Ouais, on a tout pouvoir. ouais. En fait, c'est surtout aussi de conscientiser. Enfin, je pense qu'il y a une première étape qui est de Mm. conscientiser le langage qu'on utilise. Mhm. Et du coup, en fait, pour peut-être te dire un peu l'origine, parce que je trouve que ça, moi, je reviens souvent aux racines pour me dire aussi d'où je pars. C'est à la base, c'est des journalistes qui ont créé cette approche. C'était dans la région Australie, Nouvelle-Zélande. C'est deux journalistes blancs, donc plutôt privilégiés, qui étaient amenés à aller sur le terrain, interroger des personnes aborigènes sur des génocides qu'elles avaient vécus, sur leur histoire. Et en fait, ils se sont dit comment on n'y va pas avec une posture coloniale, en fait. Mm. Comment on va aller poser des questions aux personnes qui partent du principe que ce sont elles qui ont le savoir et leur rendre par notre manière, en fait, par notre manière de journaliste de les interroger, leur faire sentir, vivre que c'est elles qui ont la connaissance et leur redonner par là de la dignité, en fait. Et du coup, c'est une posture qui est, on dit, décentrée et influente, c'est-à-dire décentrée dans le sens où je suis ignorant de tout ce que va me dire la personne. Je pars pas du principe que je connais ce dont elle va me parler. Même si elle va utiliser des mots que je connais, je vais aller l'interroger sur ça veut dire quoi pour elle en fait. Le bonheur, c'est quoi pour elle? La peur, c'est quoi pour elle? Le courage, c'est quoi pour elle? Sans partir du principe que je sais ce que c'est. Donc déjà, cette posture un peu décentrée et influente dans le sens où on va quand même avoir en tête, quand on pose des questions, d'aider la personne à élargir les histoires qu'elle se raconte sur elle. Et peut-être à choisir aussi dans ce que la personne va nous raconter. On va pas aller vers les histoires qui sont des grands boulevards que la personne se raconte, qu'elle connaît déjà par cœur sur elle-même. On va essayer d'attraper les petites étincelles, les petites pépites, les petites exceptions où on se dit, tiens, cette histoire-là que la personne a, elle a pris, je sais pas, elle a dit un mot ou elle a dit une phrase, Mm. j'ai l'impression qu'elle se raconte pas souvent cette histoire sur elle. Et ben, on va plutôt aller dans ces endroits un peu moins connus pour que la personne, elle puisse se dire, en fait, je suis multi-histoire, j'ai pas qu'une ou deux histoires dominantes dans ma vie, j'en ai plein d'autres que j'ai pas tellement explorées ou j'ai un peu mis de côté. Et donc, c'est influent dans le sens où on va quand même aller poser les questions à des endroits qui attisent notre curiosité, quoi. Et où Mm. on sent que la personne ne va pas juste raconter des trucs qu'elle connaît par cœur, quoi. Mm. Donc voilà, moi j'aime bien me dire que c'est des journalistes qui ont inventé ça et que leur objectif c'était de rendre le pouvoir, rendre la connaissance, rendre la dignité aux personnes. Ça me remet un peu dans comment poser des questions, enfin pourquoi en fait les poser Mm. aussi. Ouais, tu as raison, c'est essentiel parce que ça te ramène à une juste posture en fait face à l'autre Mm. et d'être justement accompagnante puisque c'est aussi comme ça que tu définis ton approche et pas savoir à la place d'eux, ne pas être celle qui sait pour l'autre, mais au contraire rendre le pouvoir à l'autre de ce qui se passe en elle et de voir comment on peut, tu Mm. vas influencer, mais c'est elle Mm. qui détient tout le Et pouvoir du coup, et c'est c'est hyper. Ouais. c'est vrai qu'aussi dans la manière d'interroger, notre propre langage va énormément compter, notre langage d'accompagnant. Et à titre d'exemple, une des bases, on va dire, de la pratique narrative, c'est que on essaye de distinguer, de décoller le problème des personnes. Parce que souvent, les personnes s'associent à leurs problèmes ou se racontent comme leurs propres problèmes. Et dans la pratique narrative, les problèmes sont des personnes, enfin, ou des, comment dire, moi j'aime bien me les imaginer comme des petits personnages, tu vois, ou des sortes de choses qui ont une influence de notre vie mais qui sont complètement distinctes des personnes. Et donc déjà dans notre propre langage, on va s'entraîner et on va aussi entraîner l'autre par nos questions à ne plus parler d'eux comme étant le problème. Et c'est ça que je trouve aussi assez, il y a une approche qui est assez ludique, assez imaginaire, puisqu'on va pouvoir utiliser des outils, des manières de questionner qui permettent vraiment de renforcer cette idée que problème et personne sont deux mondes à part, quoi. Et du coup aussi parfois de dire au problème, attends, mets-toi un petit temps là juste à côté sur la chaise, on va pas tout de suite parler de toi ou... Enfin, on a entendu que tu es là, mais là j'ai d'abord envie de me concentrer sur Annabelle, c'est qui, au-delà de ta présence de problème dans sa vie, il y a d'autres choses en fait que j'ai envie de savoir sur elle. Et donc même moi dans ma représentation des choses, tu vois, ça m'aide aussi
à voir les personnes comme des personnes et à voir que parfois il y a des problèmes qui rentrent dans leur vie et dont on peut parler. Mais, et déjà, rien que de faire ça, parfois, c'est énorme comme effet, en fait, dans nos propres vies. Bah, Donc, c'est clair, parce qu'on s'associe souvent, hein, et on peut se définir parfois même par un problème, une épreuve de vie ou quelque chose, alors qu'on en oublie qu'on est une personne, comme tu dis, avec de multiples histoires et d'ailleurs d'autres, même d'autres choses, d'autres compétences, d'autres qualités. Et je trouve ça super intéressant et en effet très ludique aussi. Je trouve que c'est ce que j'aime bien dans la manière que tu as d'accompagner, c'est que souvent dans beaucoup d'accompagnements, en tout cas psychothérapeutiques, on va avoir quelque chose d'assez sérieux, on va dire. Et là, tu vas amener une forme de jeu, quelque chose de ouais, ludique, qui ouais. fait que ça peut aussi dédramatiser. On peut lâcher plus facilement parfois. J'aurais tendance à imaginer son système de défense. Mm, Parce mm. que là, on n'est plus. Enfin voilà, si le problème, ça devient un personnage, un objet ou quelque chose qui est identifié, bah, tout de suite, ah oui, tu vois, ça amène peut-être plus facilement à pouvoir rentrer, enfin, en tout cas, se défusionner de ça. Ouais, ce que j'aime dans cette approche et ce qui, je pense, fait que j'y ai particulièrement accroché avec cette approche par rapport à plein d'autres, parce que je me suis formée sur d'autres choses, et puis moi-même, pour moi, j'ai testé plein d'approches, c'est que elle va vraiment se baser, elle va pas se baser sur la neutralité de la personne qui accompagne. Au contraire. C'est un peu, on va partir aussi de notre propre sensibilité, notre propre curiosité, en partant du principe que si, je sais pas, j'ai un frisson sur le mot de la personne, où je sens que son regard s'allume et moi du coup ça m'allume aussi, ou même je suis traversée par une émotion, ben on va plutôt accepter que c'est sans doute là le bon chemin, tu vois. Mm. Là où plein d'autres approches, et sans doute à raison aussi, enfin je dénie pas du tout ça, vont vraiment se dire l'accompagnant doit être super neutre, doit être imperméable à ce qui se passe. Et donc voilà, moi c'est ça, c'est une des premières choses que j'aime, c'est que ça va vraiment engager ma propre sensibilité. Tu vois, à titre d'exemple, je me souviens d'une phrase qu'avait dit un formateur que je trouvais géniale, c'est si vous vous ennuyez dans la discussion, c'est une faute professionnelle. Donc c'est Ah de oui. se dire, en fait, dans l'échange, en tout cas narratif, vers où j'ai envie d'aller, c'est quoi la petite porte que j'ai envie d'ouvrir, c'est quoi le petit truc qui s'est allumé dans l'œil de la personne, je me dis, je vais aller voir cette lumière, il y a quoi derrière. Quel est le mot qui va me toucher, et tu vois, parfois, même dans notre prise de notes, on n'écrit pas ce que dit la personne, tu vois, Notamment. textuellement, Mm. les informations. En tout cas, moi, et je sais que d'autres le font, on va vraiment noter c'est quoi les mots qui me touchent. Mm. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui va me faire vibrer? Qu'est-ce qui est... Et en fait, du coup, ça crée des échanges qui deviennent parfois un peu magiques. Et donc, il y a ce côté sensible et il y a ce côté décalé que j'aime beaucoup. C'est une approche qui est assez rebelle, en fait, par rapport à d'autres approches, qui va vraiment chercher aussi un petit côté impertinent, un petit côté décalé, que moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je fais pas mal de liens avec la pratique du clown, tu vois, c'est vraiment aller vers l'étonnement et aussi court-circuiter un peu on va essayer de court-circuiter, enfin, quelque part de court-circuiter les problèmes, de les faire un peu bugger en posant des questions que parfois les gens, je pose une question un peu bizarre et du coup, ça fait bugger en face. Souvent, il y a un oh, bah, c'est une bonne question ou bah, elle est bizarre votre question ou je sais pas. Et à ce moment-là, on touche souvent un petit endroit d'embranchement intéressant, ou parce que la personne, c'est une question qu'elle s'est jamais posée ou qui est un peu étrange, et ben elle va prendre un nouveau chemin. Et à ce moment-là, elle va se remettre à découvrir des choses sur elle et Mm. des choses qu'elle ignorait complètement. Tu vois. Mm. Faudrait que je donne un exemple, mais parfois, par exemple, on cherche juste à donner des noms aux problèmes. Et on va poser des questions pour affiner le nom du problème. Et ensuite, on peut, moi, une chose que j'aime bien faire, c'est un des manières d'aller un peu mieux comprendre comment le problème agit dans la vie de la personne, c'est on va créer une interview du problème. Donc la personne va incarner son problème. On la fait voilà, se décaler un peu, revêtir la personnalité de son problème. Et là, moi, je vais poser des questions, donc pas à Annabelle, mais à un problème que tu rencontres qui s'invite dans ta vie. Et ça m'a toujours fasciné cet exercice parce que je suis surprise de à quel point la personne arrive à répondre à toutes les questions que je pose sur son problème. Où il vit, de quoi il se nourrit, quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il n'est pas là, c'est quoi ses préférences, depuis quand il est dans la vie de la personne, est-ce qu'il a des amis, des compagnons, des collègues, qui lui fait sa fiche de paye en fin de mois, enfin tu vois, et puis même moi dans les questions, parfois j'arrive à poser des trucs complètement... Donc je me suis retrouvée à interroger, je sais même plus comment il s'appelait, un problème d'eczéma, tu vois, où on est parti dans un truc où en fait comment il s'appelait? Ah, faudrait que je retrouve. Euh, Bah en fait, il n'a pas choisi son métier, il a envie de partir se reconvertir à l'étranger.
Et du coup, à la fin de toute cette discussion, on s'est rendu compte que ce problème d'eczéma, en fait, avait envie d'aller aider les tortues, puisque les tortues, ça les aide à survivre, d'avoir des peaux toutes calleuses. Donc, on s'est mis à discuter de comment il pourrait mettre en place son plan de reconversion professionnelle pour quitter la vie de cette personne que j'accompagnais et plutôt aller aider des tortues à l'autre bout du monde. Et la personne qui répondait à mes questions, il n'y avait pas de doute, tu vois, sur chaque réponse à chaque question. Et donc elle-même, tout au long de la discussion, elle s'est rendue compte qu'elle savait très bien comment fonctionnait son problème, de quoi il avait envie, de quoi il avait besoin. Ça crée aussi une forme d'affection pour voilà, cette sorte de choses qui s'invitent dans notre vie. Donc c'est pour te donner un exemple, mais de questions complètement décalées où tu te retrouves à être dans une discussion où tu te dis, mais comment on en est arrivé là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, bah, le regard se rallume, l'énergie revient, la joie aussi. Et à la fin, on trouve des solutions qu'on n'avait pas du tout imaginées au début. Ouais, après, ça a même un côté un peu magique. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, tu fais prendre, c'est un jeu de rôle. Oui. Deux rôles, hein, pas de rôle, mais un jeu de rôle, où finalement la personne va incarner, c'est-à-dire qu'elle se décentre d'elle et elle va incarner un personnage qui est son problème. Donc c'est aussi une mise en corps, c'est pas juste une mise en mots, c'est pas juste dans le dialogue, c'est aussi une appropriation corporelle. Peut-être même, si ça se trouve, tu vois même des changements de posture, d'attitude, quand la personne joue le rôle de son problème. Ouais, ouais, ça m'est arrivé d'avoir des voix qui changent, des postures et qui Mhm. changent. Ça m'est arrivé d'une personne qui s'est retrouvée quasi tournée à 45 degrés sur sa chaise. Parce qu'en fait, ça met aussi dans une forme de discussion qui peut avoir un aspect hypnotique, vu que tu pars dans ton imaginaire, dans des zones non connues. C'est très visuel pour certaines personnes. Et du coup, oui, ça peut induire des vraies transformations physiques en face, euh, et qui sont assez étonnantes. Et moi, donc là, ça c'est dans la pratique narrative, tu vois, dans un échange Mhm. dialogué. Mais j'utilise aussi beaucoup cette forme parce que c'est une forme d'impro aussi. Moi, je rentre dans le jeu aussi avec la personne. Et je l'utilise aussi, bah, notamment pas mal avec les jeunes sur scène, de faire des impros guidés, tu vois, où eux, ils sont en impro. Et où en fait, je me retrouve aussi à rentrer dans cette forme de jeu de rôle ou de rentrer dans des univers très métaphoriques. La métaphore, elle est super présente dans la pratique narrative. Ou sur scène, de manière un peu intuitive, je vais voir aussi en fonction de ce qui se passe pour la personne, bah, je peux utiliser des coussins qui deviennent des émotions des personnes. Je vais faire rentrer d'autres personnes dans la scène. Je vais moi-même rentrer et puis rentrer en dialogue en incarnant un personnage. Ça m'est arrivé de venir en revêtant plutôt un personnage de clown pour aborder des sujets difficiles, mais de manière un peu décalée. Donc en fait, tu vois, ça ouvre un espèce de champ de créativité aussi pour moi en tant qu'accompagnante, où Mhm. je m'autorise à rentrer dans le jeu aussi avec ma propre sensibilité, parfois même ma propre histoire. Euh, Évidemment en gardant toujours une posture décentrée, donc l'idée c'est pas de venir travailler sur soi pendant la séance, mais je trouve ça souvent très puissant, comment notre sensibilité peut participer à accompagner la personne et à créer aussi une alliance thérapeutique. Oui. Oui, en fait, tu as une vraie implication. Alors, comme tu dis, tu viens pas travailler sur toi, mais tu as une vraie implication en tant que thérapeute, c'est-à-dire que tu vas faire appel aussi, toi, à ton ressenti, Mm. à ta créativité, à ton impro, à ce qui parle pour toi sur le moment, ton intuition, pour pouvoir accompagner la personne. Donc, tu es Ouais, pleinement investi dans l'atelier que tu proposes. T'es pas ouais, juste en retrait, donner des outils, mais tu es vraiment ouais, ouais, pleinement complètement. investi, même quand tu fais Mm. des accompagnements de groupe. Parce que oui, donc tu fais et de l'individuel et du groupe dans tes Ouais, accompagnements. ouais. Et donc là, tu nous as parlé de la pratique narrative, de l'improvisation, du clown aussi, hein, que tu Ouais. utilises. Est-ce qu'il y a d'autres approches que tu utilises, alors soit plus thérapeutiques, soit plus artistiques? Moi, je crois que j'avais noté l'imago. C'est quelque chose que Oui, tu... Imago, c'est. Alors, je suis pas formée à la méthode Imago, j'ai pas fait le parcours entier, mais c'est une méthode de dialogue assez particulière qui utilise beaucoup le reflet, le miroir de ce que dit la personne. D'accord. Donc, moi, je l'ai un peu pratiqué pour moi, et du coup, disons que ça me. Je l'utilise pas en tant que tel vu que je suis pas formée, mais ça va plutôt nourrir ma pratique dans la manière d'écouter les autres et de pouvoir parfois en fait réutiliser en miroir les mots de la personne. Mm. C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en pratique narrative. On a une manière, donc comme je te disais tout à l'heure dans la prise de notes, on peut faire ce qu'on appelle une restitution narrative. Donc c'est-à-dire que pendant l'accompagnement, moi je vais pouvoir noter euh, les mots vraiment exacts de la personne qui me touche. Et à la fin, je peux lui restituer avec une forme qui est la mienne, c'est-à-dire soit je lui relis les mots vraiment textuellement en disant, je lui rends son texte quelque part, je lui dis voilà ce que j'ai Mm. entendu.
ce que tu m'as dit. Et comme c'est plutôt passé à travers ma sensibilité, il y a eu un filtre évidemment, parce que j'ai choisi les mots qui m'ont touchée. Et bien souvent, ça permet à la personne de se dire, ah ouais, j'ai dit ça. Ah, c'est dingue. Et parfois, moi, je l'ai vécu, que des personnes me fassent des restitutions narratives en formation. L'émotion que ça peut procurer d'entendre ses propres mots et de dire, mais j'ai dit ça. Et tu vois, de réaliser en fait le texte qu'on utilise, ça peut être très puissant. Et du coup, en imago, il y a quelque chose d'assez similaire dans les dialogues imago. C'est que la personne qui écoute va vraiment restituer à chaque fois ce que la personne qui émet a dit. Donc, c'est une manière en fait de se sentir reçu dans ce qu'on a dit, de dire, OK, ouais, j'ai bien été entendu, et de réentendre ces mots et du coup de pouvoir aussi parfois approfondir, affiner, modifier. Et donc, il y a je trouve une proximité avec la pratique narrative sur la puissance des mots, en fait. Donc, c'est venu nourrir ma pratique personnelle que de le vivre pour moi et puis j'ai fait quelques, tu vois, week-ends de découverte un peu de cette approche. Et ça se rapproche aussi, enfin, tu vois, Imago, pour moi, je le rapproche aussi de la communication non violente, qui est une autre approche à laquelle je suis formée, plutôt sur voilà, les manières dont on a de dialoguer à deux, mais aussi en groupe. Donc moi, je forme souvent plutôt dans le monde du soin, des aides à domicile, des personnes qui travaillent à l'hôpital sur la communication non violente. Et ça peut arriver, donc tu vois, c'est des outils comme ça, selon les publics et selon les besoins. Il y a une approche dominante et puis après, je vais venir compléter par mes autres approches. Donc, quand je forme une équipe soignante sur la communication en équipe, j'ai beaucoup utilisé la CNV, mais bah, vu que j'ai cet aspect théâtre et tout qui me plaît, je vais pas m'empêcher de faire tu vois, un petit jeu de rôle à un moment, d'amener de la pratique corporelle aussi au long de la formation, parce que je suis convaincue qu'on apprend beaucoup par l'expérience et l'émotion et le corps. Donc, disons que j'infuse aussi mes appétences et mes compétences autres dans les formations que je donne, même quand c'est des formations un peu plus carrées, on va dire, Mhm. cadrées. Ouais. Ah bah oui, bah de toute façon là tu prêches une convaincue parce que moi étant Oui. psychomotricienne de formation initiale, je Oui. peux te dire que passer par le corps pour Ouais. intégrer, pour comprendre, voilà, assimiler les choses, ouais, il reste un vécu expérientiel et ça, quoi qu'on dise, ça a quand même beaucoup, c'est très très puissant, très Et puis je vais puissant te de dire, passer c'est par aussi, en l'expérience. vrai, c'est juste très égoïste aussi, c'est que je sais que si j'ai pas ça, moi je m'ennuie, Oui. tu vois, dans l'accompagnement ou la formation, et que je suis assez convaincue qu'en tant qu'accompagnant, si nous on n'est pas en vie ou si on vibre pas à ce qu'on fait, ben il se passe moins de choses, quoi. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que du coup, c'est aussi de manière très, pour le coup, pas décentrée, mais centrée sur ce qui est important pour moi. C'est une manière de me mettre dans une posture d'écoute Mm, différente aussi. mm, Parce que j'écoute jamais autant que quand je suis sur une scène d'impro. Et donc, ben, j'ai infusé aussi cette manière d'écouter et de collaborer qui a transformé, je pense, un peu ma manière mm. d'écouter. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est ta manière à toi, en fait, d'être dans l'accompagnement. C'est-à-dire que tu peux pas être dans une posture neutre, tu vas utiliser cette créativité, cette écoute, et cet élan, cette envie qui va te mettre justement enfin, dans cette posture d'écoute, sinon tu n'y es pas. Et ça, Mm. c'est ton originalité, ta particularité, ce qui fait que tes accompagnements, ils sont uniques. Mm. Donc c'est chouette. Mm. Et en approche, donc là, on a parlé de la CNV, l'imago, des pratiques narratives, du clown et de l'impro. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que je sais que tu as plein d'outils, t'as une besace bien remplie. Ben, moi, je me suis formée, enfin, après là, c'est plutôt dans tu vois, mon itinéraire à moi, dans mes Mm, passions, je me suis formée pas mal au slam aussi, donc à mm, l'écriture. Donc ça peut m'arriver d'utiliser ça aussi, soit moi dans ma prise de notes et du coup dans ma restitution, soit avec tu vois, les étudiants que j'accompagne, par exemple, on fait pas mal aussi d'écriture d'écriture improvisée et puis de slam ou de slam improvisé. mhm. Souvent, ça leur parle parce que bah, il y a un rendu, quoi. Il y a quelque chose où tu peux être. Je vois en tout cas chez eux que ça allume tout de suite la dimension de la fierté. Ouais. Et comme il y a, voilà, pour moi, ce mot de dignité, de se retrouver sachant, se découvrir plein de potentialités, bah, quand tu fais un slam improvisé en collectif et que à la fin, au bout de 3 4 minutes, donc je mets une musique, je donne un thème. euh, Souvent, je l'ai fait aussi, en tout cas quand on le fait en collectif, je les fais s'allonger par terre, tu vois, la tête tous au centre, donc ils se voient pas les uns Mm, les autres, ils s'écoutent juste. Ils écoutent la musique et puis je donne un thème et puis ensuite on part en impro parfois. Et en fait, de manière très naturelle, ça se met en place. T'en as parfois qui restent en silence pendant tout un temps et puis ils vont juste sortir une phrase et c'est tu vois, c'est magique. Même moi, je suis parfois hyper touchée, hyper émue de ce qui sort.
Et ensuite, quand on écoute le truc qu'ils ont créé en là, 3 minutes sans consigne, enfin, quasi sans consigne, bah, je vois un peu un effet, pour eux, il y a un effet waouh, quoi, mais qui en fait a une dimension assez profonde, quoi, de se dire, mais en fait, je suis capable de faire ça. Enfin, ou on est en collectif capable de s'écouter et de créer un truc comme ça. Donc ça peut être cette forme-là, ou alors ça peut être une forme plus écrite où ils ont chacun un temps d'écriture personnel et ensuite on met en commun. Et avec évidemment, moi je donne des thèmes ou des amorces de phrases ou des choses qui vont leur permettre d'aller dans des endroits nouveaux d'eux-mêmes, mais aussi des endroits d'introspection aussi et de connaissance d'eux-mêmes. Ça peut être un des exemples, mais je l'ai fait aussi avec des soignants. Enfin, Mm. donc, j'aime bien travailler sur le conte aussi ou la poésie pour des prises de hauteur aussi, c'est très puissant. C'était avec une autre intervenante, on a fait écrire, c'était sur un pôle de santé en Vendée, tu vois, donc c'était tous les acteurs de la santé de la Vendée qui se réunissaient pour une journée de travail. Enfin, tu vois, bah, typiquement quand je parle de l'ennui, je me dis, moi, quand on me vend une journée comme ça, je me dis, pff, comment faire pour que cette journée soit, pour moi, pas pénible, tu vois? Et puis du coup, on leur avait proposé de mettre en métaphore enfin, ce qui fonctionnait, ce qui dysfonctionnait dans le service de santé, mais il fallait pas que ça parle de la réalité, il fallait vraiment que ça soit dans un monde métaphorique. Et, euh, donc il y avait quatre groupes, chacun a écrit son conte et ils sont ensuite passés sur scène pour le raconter. Donc il y avait aussi toute la dimension de prise de parole en public. Et c'était fascinant de voir comment l'univers métaphorique utilisé, les personnages, en fait, donnait déjà beaucoup de billes, des dysfonctionnements, mais aussi des pistes de solutions. Parce qu'en fait, si tu tires le fil alors soit c'est par des contes connus, soit c'est par des contes nouveaux, en fait, je sais pas si ta vie d'équipe ressemble à Blanche-Neige et les sept nains, et que tu vas derrière interroger chacun des nains sur ce qu'ils pensent de la situation, etc., en restant dans cet univers métaphorique, en fait, ça délie des nœuds qu'on n'aurait jamais réussi à délier en utilisant les vrais mots ou enfin la vraie, laquelle est la Oui. vraie, enfin, tu vois, en utilisant la situation textuelle Mm. concrète. Donc voilà, c'est un exemple, mais le conte peut être aussi un vrai Ouais. moyen de... Et puis après, bien sûr, ça dépend. Là, je te dis mes outils à moi, mais en fait, ça peut vraiment dépendre de ce qu'amène la personne. Tu vois, j'ai un jeune qui est passionné de jeux vidéo. Bon, bah, c'est de la matière, en fait. Je vais partir de là. S'il y a une jeune qui fait du vélo, bah, on va utiliser cette métaphore-là Mm. ou cette compétence qu'elle a déjà. Donc, c'est aussi très variable en fonction de la sensibilité de la personne. Tu as des personnes qui n'ont pas du tout cet aspect visuel, tu vois, qui vont plutôt se baser sur autre chose. Donc, les métaphores visuelles vont moins leur parler. Donc il y a aussi vraiment la matière amenée par la personne en face, quoi. Oui, 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 une grande adaptation à chaque personne que tu vas accompagner. Et donc, dans ce que, oui, je reprécise, tu fais des accompagnements en individuel ou en groupe. Donc, on peut très bien te contacter. Et alors, j'ai envie de dire, si, parce que le podcast, voilà, va être écouté par des personnes qui pourraient avoir envie de te contacter peut-être pour soit creuser un travail introspectif ou pour une problématique, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pour quelles raisons, en dehors d'une curiosité, mais pour quelles raisons on peut te contacter? Ouais. Alors sur l'aspect individuel, sur les thématiques, honnêtement, jusqu'ici j'en ai eu des tellement différentes que j'ai pas l'impression qu'il y ait des comptes, enfin on va plutôt partir dans l'autre sens, Ouais. des sujets sur lesquels les pratiques narratives peuvent ne pas du tout être pertinents. Mm. Parce que tu vois, on est venu me voir pour de l'eczéma, pour le rapport à l'argent, j'ai eu un couple qui est venu pour parler de la parentalité. J'ai eu des sujets pas mal d'anxiété. Déscolarisation, enfin tu vois, il y a eu plein de sujets et je dirais que le point commun, c'est plutôt l'envie de porter un regard un peu différent sur sa problématique. Mhm. Donc soit c'est des gens qui ont par ailleurs un accompagnement psy ou qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux-mêmes mais qui veulent juste découvrir, tiens, en fait, ce truc dont j'ai eu l'habitude de beaucoup parler, ou, ou alors soit parce qu'il y a eu des méthodes d'accompagnement qui n'ont pas trop fonctionné, ou alors ça fonctionne mais juste j'ai envie d'enrichir mon regard sur le sujet, bah, je trouve que la pratique narrative, elle peut plutôt se prêter à ce genre de situation. D'avoir envie de découvrir des nouvelles choses sur soi et puis sur éventuellement le problème qui s'invite dans notre vie. Donc je dirais qu'il n'y a pas de contre-indication. Ça peut être des séances one-shot. Enfin, j'ai eu beaucoup d'accompagnement, tu vois, juste une fois, tiens, j'ai besoin d'approfondir un peu tel choix professionnel ou de... Ça peut être relire des expériences aussi, tu vois, c'est pas forcément des expériences qui peuvent être ou positives ou plus désagréables. Ça peut être juste, tiens, bah, j'ai envie pendant 1 heure d'ancrer une super expérience que j'ai vécue, mais j'ai envie de l'ancrer en moi et de quelque part un peu de la débriefer avec moi-même, ou de la débriefer avec moi.
Donc ça peut être ça aussi, tu vas parler de choses qui nous font du bien et qui nous renforcent. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme situation? Donc honnêtement, en individuel, je dirais que jusqu'ici, en tout cas, ça s'est prêté à beaucoup de sujets. Et après, dans tous les cas, moi, j'hésite pas à dire si je sens que ça va être peut-être délicat ou que je suis pas assez formée. Tu vois, par exemple, je suis pas formée pour accompagner des traumas ou des choses comme ça. Même si je pense qu'on peut parler de ça en pratique narrative. Évidemment, s'il y a besoin d'un autre accompagnement complémentaire, Oui. je vais sensibiliser la personne à ça. Et après, donc il y a le format groupe qui peut passer par, tu vois, bah, par exemple le couple ou la famille. Donc j'ai déjà accompagné des petits groupes comme ça qui ont déjà un lien. Mhm. Et puis après, ça peut être des groupes en entreprise. Et là aussi, c'est assez variable selon les problématiques, tu vois. Ouais. Moi, j'ai accompagné donc pas mal des soignants, des soignantes. Euh, Parfois, j'ai juste fait des ateliers d'impro dans des entreprises où là, ça peut avoir un objectif de juste s'amuser, passer du bon temps, mais aussi de travailler sur sa posture d'écoute, d'accueil, de collaboration. Enfin, tu vois, Ouais. l'impro permet pas mal de choses aussi à ce niveau-là. Et puis après, il y a bah, toute la dimension communication, du coup, par la CNV, Imago, et puis l'outil théâtral. Donc je dirais qu'aujourd'hui, et puis c'est aussi un souhait, je pense, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'enfermer ma pratique sur un Mhm. mode, un type d'accompagnement, même si je pourrais, je pense, me spécialiser, tu vois, dans une thématique ou un public. J'ai plutôt envie à ce stade de moi-même explorer, en fait, avec les gens qui viennent me demander quelque chose, ce sera quoi la bonne modalité pour intervenir. Donc soit je m'entoure d'autres personnes, et on intervient à plusieurs, soit je Mhm. délègue, parce que si je me dis, tiens, c'est pas dans ma compétence, mais ou alors moi je peux intervenir à un endroit du processus et puis d'autres collègues à d'autres endroits. Et puis bah, je personnalise aussi beaucoup du coup l'approche en fonction des besoins. Mhm. D'accord. Et si on veut faire appel à toi, ça se passe comment? Parce que donc, est-ce que tu consultes en présentiel? Est-ce que tu consultes en distanciel? Alors, sans parler d'une approche de groupe où là, j'imagine que tu vas venir sur l'entreprise, sur le lieu, mais si on est en individuel, si les personnes veulent te contacter, est-ce qu'il faut être dans une région en particulier? Comment ça se Alors moi je vis traduit? à Chambéry, donc en présentiel c'est plus simple autour de Chambéry ou à Chambéry. Ça m'arrive aussi de me déplacer sur Paris ou sur la région de l'Ouest angevine, donc ça peut être ça. Et sinon ça fonctionne super bien par visio. Mhm. Bon, bien sûr, ça dépend de la sensibilité des personnes. J'ai déjà fait des appels juste téléphoniques, tu vois, ça permet aussi, bah, la personne, elle peut parler en étant allongée sur son lit avec les yeux fermés si elle a envie. Enfin, tu vois, je sais qu'il y a je l'ai pas encore testé. Ah si, je l'ai déjà testé, tu vois, dans des cafés. Il n'y a pas ce truc. Alors, bien sûr, il y a la notion de confidentialité qui est importante, mais la pratique narrative, et c'est une des choses que j'aime bien, c'est qu'elle sort aussi un peu des cadres. Donc, tu vois, il y a des praticiens narratifs qui font des accompagnements en marchant, en forêt. Il y a ce truc de s'autoriser aussi, en fait, à partir de la sensibilité de la personne, de sa propre sensibilité, et du coup, à décloisonner la thérapie aussi. Euh, donc, ah oui, d'ailleurs, tu me disais, voilà, dans quelles conditions faire appel aux pratiques narratives. Je pense qu'il faut être prêt ou prête ou avoir envie, bah, potentiellement de se laisser aussi déplacer là-dedans. Mhm. Mais même si, bien sûr, pour nous, accompagnants, c'est très important que ça respecte quand même des cas de sécurité pour la personne. Je le précise, donc Bien sûr. je le ferai dans un café que si c'est sécurisant, voire Oui. aidant pour la personne. Il y a des personnes pour qui se retrouver en face à face dans un cabinet, c'est pas du tout la modalité sécurisante, versus aller se promener ou parler sur un banc public, tu vois. Mhm. Bien sûr, différent selon les gens. Mais en tout cas, en visio, par téléphone, ça peut bien fonctionner. Enfin, je le fais souvent, en tout cas, de cette modalité-là. D'accord. OK. Et puis je mettrai dans le petit script du podcast, je mettrai tes coordonnées, en tout cas voilà, les moyens de pouvoir te contacter. Tu as un site internet et puis voilà, après les coordonnées que tu voudras Mm. nous transmettre. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Clémentine. Moi, ça me donne. Alors moi, je t'ai rencontré donc lors d'un week-end sur la créativité, mais j'avoue que ça me donne envie de tester en individuel, d'aller voir un petit peu comment Ouais. ça se passe. Donc, bah, j'espère aussi que ça donnera envie aux personnes qui nous auront Ouais. écoutés. Bah, merci à toi pour les questions. Et puis, dans tous les cas, bah, chaque accompagnement est imprévisible et nouveau et Mm. même difficile à décrire. Donc, c'est ça que j'aime aussi, c'est que ma pratique, elle est pleine de mystères pour moi-même et pour les autres. Et le mystère, c'est quelque chose qui est assez central dans la pratique narrative aussi, d'être un peu convaincu que l'autre est un mystère pour nous, d'avoir envie de le découvrir, mais aussi de le respecter. Et aussi de se considérer soi-même comme un mystère qui est tout le temps à réexplorer. Tu vois, de pas rentrer dans du connu. Ouais, ouais. Donc ça me parle aussi que de garder cette teinte-là et de cultiver aussi la beauté du mystère. Mm.
Bah écoute, c'est magnifique. Je pense qu'on va rester sur cette belle image du mystère que l'on est et que l'autre est aussi en face de nous. Mm. Merci Merci. Annabelle. Merci, Clémentine. Merci pour vos likes et vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé des prochaines diffusions.